Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ces personnalités, ces entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à tous, je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bienvenue Lola, bonjour à toi, bienvenue. Et merci d'avoir répondu à mon invitation qui était en fait donc suite à une conversation que nous avons eue sur la projection qui est un système de transfert de patrons sur le tissu. En fait, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et voilà, qu'on voit un petit peu, qu'on commence notre échange. Bonjour Mathilde, du coup moi je couds depuis on va dire 7-8 ans, mais plus intensivement depuis 1 an et demi. Au début plus pour mes enfants, je m'y suis remise plus pour mes enfants, et puis pour moi depuis une grosse année. Et ce qui me rebutait, on va dire, le plus dans le fait de me mettre à coudre un nouveau vêtement, c'était préparer le patron, imprimer, découper, etc. Et c'est vrai qu'au moment où je me suis mise à coudre pour moi, j'ai découvert aussi la projection. Et en fait, ça a changé vraiment ma façon de coudre. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est la projection ? Alors, en fait, ça consiste à prendre un vidéoprojecteur et au lieu de projeter sur le mur, projeter vers la surface en fait sur laquelle on va couper. Donc, soit une table de coupe, soit au sol pour celles qui coupent au sol. En fait, on va projeter le patron et donc les lignes du patron vont être apparentes sur le tissu et on va couper généralement avec un cutter rotatif le long de ces lignes. Et donc ça évite tout le travail de préparation, soit décalquer le patron, soit scotcher nos PDF et les découper derrière. Donc il existe des fichiers qui sont tout prêts, ou alors on peut les préparer aussi, mais en fait ça fait gagner un temps fou de préparation, et surtout pour moi c'était une partie qui était très désagréable, et j'ai trouvé du plaisir à couper mes tissus. Donc, ça nous évite l'impression PDF ou l'impression A0 et ça nous évite la sélection des tailles, etc. En papier en fait. On supprime toute la partie papier, toute la partie décalcage. C'est ça, toute la partie papier, toute la partie décalcage. Alors après, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui préfèrent plutôt que surtout pour des grands patrons, plutôt que de couper directement le tissu, le reporter sur un papier ou sur une bâche par exemple, et après s'en servir comme on le fait classiquement avec du papier. Mais sinon, pour la grande majorité des adeptes de la projection, c'est directement on projette, on coupe. Et donc pour la projection, il faut un rétroprojecteur. C'est ça, un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire, toi, si tu en avais déjà un, tu as investi, comment est-ce que tu as trouvé, quels sont les budgets, et puis comment tu t'es informé en fait sur ce principe Alors, pour s'informer, j'ai découvert ça et j'ai découvert toutes les informations dessus dans un groupe Facebook qui s'appelle Projection de patrons de couture. Je crois que c'est ça exactement le nom, je te le redonnerai. Et là-dedans, ça explique en fait toute la technique et il y a vraiment énormément de documentation, donc faut pas hésiter à aller se lancer dessus. Le principe, en fait, donc comme je te disais, c'est un vidéoprojecteur accroché au plafond qui projette vers le bas. Pour choisir son vidéoprojecteur, moi je l'avais pas, hein, j'ai vraiment. T'as commencé au début. Et en fait, ça va dépendre de la distance que t'as entre ta table de coupe et ton plafond. Si tu as une grande distance, t'as pas trop de questions à te poser. Tu peux prendre un modèle assez simple, basique comme celui que j'ai, qui est autour d'une centaine d'euros. Plus après, faut rajouter le support pour l'accrocher, plus le tapis de coupe et le cutter si on l'a pas. D'accord. Et avec ça, il faut aussi savoir de quelle surface on a besoin en fait. Moi j'ai un A1, je découpe sur un format A1. D'accord. Donc j'ai 90 par 60 et en pratique je pourrais projeter sur plus, mais c'est que moi je suis organisée comme ça, ma table est comme ça en fait, donc ça sert à rien que j'ai plus. Mais c'est aussi parce que je fais beaucoup de choses pour mes enfants et puis pour moi c'est plutôt des hauts, c'est pas des robes, donc j'ai pas besoin d'un A0. Et sinon, si on a besoin d'un A0 et qu'on a peu de hauteur sous plafond, il faut s'orienter sur d'autres types de vidéoprojecteurs qu'on appelle courte focale ou ultra courte focale, qui permettent même d'être à
Si on a un ultra courte focale à 30 cm de notre table, on arrive à obtenir un format A0. Wow. Par contre, ces vidéoprojecteurs sont beaucoup plus coûteux. D'accord. C'est autour de 500 € en neuf. Mais après, il y a des endroits où on peut en trouver d'occasion, sur eBay ou autre. Enfin, pareil, toutes les informations sur le groupe Facebook et mine d'or. Et donc, c'est la première chose qu'il faut faire quand on réfléchit à la projection, savoir où on va, la surface et où on va installer le vidéoprojecteur. Ouais. Après, au niveau de l'installation, ça peut être un peu long. Moi, il m'a fallu peut-être 2-3 heures en tout pour pouvoir être, on va dire, opérationnel. C'est ça. Première chose à faire, c'est bien avoir une table qui soit de niveau pour avoir, en fait, ce qui est important, c'est que on ait la bonne géométrie. D'accord. Qu'un carré soit un carré aux bonnes dimensions. Oui, il y a toujours de la vérification à chaque étape pour être sûr qu'on garde bien les vraies proportions du patron, en fait. C'est ça. La première chose à faire quand on s'installe quand on installe son vidéoprojecteur pour la première fois, c'est vérifier qu'on a bien, donc du coup des rectangles, quoi, des angles droits. D'accord. Et les bonnes dimensions. Donc on a à disposition un fichier qu'on appelle de calibration. On va vérifier que l'image qu'on projette correspond, du coup qu'on a bien ces rectangles-là. Et après on va régler son niveau de zoom aussi pour être sûr qu'on projette le patron à échelle 100%. Exactement ce qu'on a sur les petits carrés de calibrage de 5 x 5 cm qu'on trouve sur les PDF en fait. C'est ça. Alors généralement on préfère projeter vérifier. Moi je vérifie souvent un carré 40-60, comme ça c'est plus précis qu'un 5 par 5. Les dimensions sont pas les mêmes, mais c'est le même principe en fait. C'est le même principe. Vérifier qu'on est à la bonne échelle. Et puis après, c'est parti, quoi. On projette son fichier. Moi, je mets des poids. Mon tissu ne bouge pas. Et puis après, je découpe. Et donc, ça fait que un fichier qui est déjà prêt, un t-shirt basique, je change de taille parce que je l'ai fait pour ma fille en 2 ans et je veux le faire en 3 ans. J'allume, en un quart d'heure, j'ai coupé, quoi. Ouais. Donc pour le coup, il faut que ton rétroprojecteur il soit donc connecté à un ordinateur, bien sûr. Oui. La connexion se fait par quoi? Par fil, par Bluetooth, il y a différentes possibilités? Oui, il y a différentes possibilités. Le plus propre, on va dire l'image la plus nette, ça sera si on est connecté avec un câble HDMI. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas trop envie d'avoir un câble qui descend. Ouais. Et du coup, je le fais j'ai mon écran en fait, je réplique mon écran en fait par Wi-Fi. D'accord. Donc ça marche comme ça pour moi. Donc en fait, il y a pas nécessité d'avoir un logiciel particulier, tu utilises Adobe, Oui, voilà, n'importe quel logiciel pour projeter les PDF. Ouais. Pour afficher les PDF, je veux dire, et après on duplique son écran sur. Ou on duplique, ou on envoie l'information comme si on regardait un film, on envoie le film sur cette partie extérieure. Très bien. Donc ça, c'est si on a le patron qui a été pensé pour la projection. Voilà, c'est ça. Il y a des calques en fait pour les patrons qui ont été pensés pour la projection. Il y a des calques de taille. D'accord. Généralement, il y a une grille qui permet de vérifier notre niveau de zoom et notre calibration avant de démarrer. D'accord. C'est des carrés de 5 par 5 en fait. On vérifie sur notre tapis de coupe qu'on a bien notre 5 par 5 sur toute la surface D'accord. Et donc ça permet de vérifier donc le zoom et qu'on a bien des angles droits. Oui, donc il y a ces deux paramètres particuliers. Sur ces fichiers-là aussi, il y a des fonds colorés où les pièces sont en couleur. D'accord. Parce que ça aide à avoir beaucoup de contraste entre la pièce qu'on va découper et le fond. Ça aide surtout sur les tissus qui ont des motifs en fait, à mieux voir les traits. Oui, on pense bien comme quand on essaye de reproduire un patron sur un tissu, on fait un choix entre des craies ou des outils de marquage qui sont soit blancs, soit colorés, etc. Et là, on est sur le même principe de questionnement en fait. Voilà, de base, c'est un trait noir, mais en affichant que le trait noir sur quelque chose avec beaucoup de motifs, ça suffit pas. Et vraiment, le contraste entre la pièce qui est par exemple magenta et le fond qui sera projeté blanc, en fait, ça aide énormément à y voir bien. Puis, on n'en a pas parlé aussi, mais le fait de projeter, ça permet aussi en fait, on voit notre motif.
au moment pour tout ce qui va être raccord, ou si on veut positionner les motifs d'une certaine manière, on voit aussi en direct comment ça va être sur la tube. Oui, parce que pour le coup, on n'a pas la pièce de patron qui nous cache notre motif. C'est ça. Super. Pareil pour porter ses pinces. Nickel. Et ça, c'est dans le cas où on a trouvé une taille, on la décalque et impeccable. Voilà. Et si, par exemple, je dois grader entre plusieurs tailles, comment est-ce que je le fais? Alors, le logiciel qui est principalement utilisé, ça s'appelle Inkscape. C'est un logiciel gratuit. Ça ressemble à Illustrator avec évidemment moins de fonctions, mais on retrouve à faire les modifications en fait sur ce logiciel-là. D'accord, donc il faut importer ton fichier dans Inkscape et à ce moment-là faire un petit peu de bidouillage graphique, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est facile à quelqu'un qui sait pas se débrouiller avec un ordinateur et... Non. Ouais. Non, faut quand même, quand on en arrive là, faut quand même arriver à se débrouiller un minimum avec les outils informatiques. Ouais. Même s'il y a des tutos qui sont très bien expliqués sur tout ça, comment faire un ajustement forte poitrine, etc. Enfin, tout ça c'est expliqué, mais il faut quand même être à l'aise avec l'informatique pour arriver à modifier ses patrons. D'accord. Mais si on est à l'aise avec l'informatique mais qu'on n'a jamais utilisé Inkscape, c'est assez une prise en main. Moi, j'ai jamais utilisé. Ouais. Il y en a d'autres, c'est pareil. Il y a Flo que tu connais, oui. vient de s'y mettre et elle a pas eu de mal à s'y mettre. Bon. Voilà, elle connaissait pas le logiciel. Mais voilà. Ce qu'on peut faire, il y a un autre logiciel qui existe aussi pour isoler les tailles en fait. Oui. Parce que de base, quand on va ouvrir le fichier dans Inkscape, on perd l'information des calques. D'accord. Donc c'est mieux de nettoyer son fichier avant. Le logiciel s'appelle PDF Stitcher. Ça a été conçu par une couturière pendant son congé mat, je crois. Et en fait, il permet de réassembler les fichiers A4 aussi. Ouais. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais on peut retravailler des fichiers qui sont en A4 pour les adapter à la projection. Et ça, ce logiciel-là permet aussi d'isoler en fait certaines tailles. Donc soit en garder qu'une, soit en garder deux pour grader entre les deux. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc oui, justement, quand le fichier n'a pas été pensé par le créateur pour être projetable, comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour arriver à le projeter? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais certains créateurs ne connaissent pas forcément cette technique ou n'ont pas pris en main ou n'ont pas toutes les informations. Comment est-ce que soit on peut le faire parce que a priori on peut le faire. Exactement, on peut le faire. Donc si c'est un A4, la première étape, donc ça va être d'utiliser ce logiciel PDF Stitcher pour reconstituer en fait une planche type A0 en fait, recoller tous nos A4 dans le bon ordre. D'accord. Enlever les marges entre deux feuilles, par exemple, recoller les feuilles entre elles. Enfin, il y a tout plein de réglages possibles pour pouvoir reconstituer notre A0. D'accord. Et si on a un A0, on peut partir de ce A0 là, et ensuite on va utiliser Inkscape justement pour remettre. Alors, ce qui est important aussi, on n'en a pas parlé dans le fichier projetable. Oui. Toutes les pièces sont dans le droit fil. Oui. Généralement, on déplie les pièces, on coupe pas au pli. C'est beaucoup plus facile en fait, et puis parce qu'on a son tissu qui du coup se retrouve à plat et on peut mettre toutes nos pièces les unes à côté des autres. Oui, c'est-à-dire que le fichier projetable n'est pas juste entre guillemets le patron A0, c'est vraiment le plan de coupe en fait. Oui et non, parce que dans ton plan de parce que tout est dans le même sens. Tu peux avoir les pièces, tout est dans le même sens. Et les pièces sont pas faites au pli. Les pièces sont pas faites au pli, voilà. Et puis, par exemple, c'est des pièces en miroir, elles vont être une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ouais. Elles vont être deux fois représentées deux fois. Oui. Il n'y a pas une manche, il y a vraiment les deux manches, quoi. Voilà, les deux manches. Et donc tout ce travail de préparation là, en fait, on peut le faire nous-mêmes dans Inkscape. D'accord. Donc je duplique, je mets tout dans le droit fil. On peut rajouter ces marges de couture aussi assez facilement quand elles y sont pas. Ou les enlever si on a envie de les enlever. Ou les enlever si on a envie de les enlever, oui. Mais c'est quand même plus facile de les avoir, ou alors les modifier si tu veux. Si elles y sont et que tu les veux autrement, tu peux les modifier.
Pour tout ça, il y a des tutos donc sur toujours le même groupe Facebook qui Ouais, où m'adore. toutes les infos ont été rassemblées. Voilà. Moi, je mets aussi mes pièces. Généralement, en fait, je les mets en blanc et je mets mon fond coloré. D'accord, donc tu mets un contraste entre l'intérieur de la pièce et Voilà. le fond de de Voilà. ta projection. Généralement, je grossis aussi les traits. D'accord. Parce que pour projeter, généralement, moi, je les mets autour de 1 millimètre. Il y en a qui le mettent à 0,75. Mais souvent, en fait, sur les patrons à 0, ils sont pas aussi gros. D'accord. Donc, c'est le genre de réglage que je fais aussi. Après, moi, j'ajuste aussi mes longueurs. Enfin, par exemple, mes hauts, je les fais. Enfin, Toi, t'as besoin de les allonger, donc c'est j'ai besoin de les raccourcir plutôt. de les raccourcir, donc c'est quelque chose que tu fais Voilà, à dans ce ma moment-là, à cette préparation. étape-là. Ouais. Voilà. Ça, et ce que je fais aussi, ça, je le fais aussi quand le fichier est projetable. Généralement, en fait, je prends toutes mes pièces et je fais mon Tetris. Je fais mon plan de coupe à ma sauce, ce qui Ouais. me permet souvent, en fonction de la lèse que j'ai vraiment, et ce qui me permet de gagner beaucoup de tissu en fait. Je vais D'accord. vraiment imbriquer mes pièces au mieux. Donc tu fais tout le retravail de plan de coupe en fait directement sur le logiciel pour ne projeter entre guillemets qu'une seule fois, quoi. Voilà. Après, je déplace, comme j'ai mon A1, ça rentre pas tout quand même, mais après, je déplace mon tissu. Mais voilà, je fais un travail de préparation là-dessus. Et ce travail-là, il peut te prendre combien de temps? Ça dépend ce que c'est comme pièce. Si c'est quelque chose pour moi, je vais y passer peut-être une demi-heure. Quand en plus c'est un truc que je connais. Et puis, enfin, en fait, ça dépend. Si c'est un fichier projetable, ça va aller vraiment très vite. Je vais prendre mon quart d'heure si c'est pour ma fille, où je vais tout recaler juste comme je veux et je vais mettre juste coller les pièces comme j'ai envie. Mais par contre, si tu pars d'un A4, en plus certains avec les pièces qui, pour économiser du papier, se chevauchent les unes sur les autres, tu peux y passer, je pense, plusieurs heures. Voilà. Oui, ça c'est encore plus compliqué. Mais Mm. bon, c'est assez rare de nos jours quand même de trouver du Mm. A4 avec des pièces qui se chevauchent, mais ouais, si c'est du A4 classique, ça prend du temps, ouais. Ça peut prendre un peu de temps, surtout au début en fait, surtout le temps de découvrir le logiciel. D'accord. Et quand il y a un A0, ça facilite un peu la vie? Oui. Oui, parce que déjà, tes pièces, t'as pas besoin de les coller entre elles. Ce qui se passe quand t'as le A4, c'est que parfois les traits ne sont pas, c'est pas un fichier vectoriel, les traits sont pas jointifs en fait. Et Oui. donc, si tu veux mettre des pièces en couleur, Les déplacer ou quoi, t'es ça... obligé de refaire en fait ta pièce, limite à la redessiner. Ça peut prendre un peu de temps. Ouais. D'accord. Donc là, pour le coup, dans ce cas-là, on est moins gagnant sur le rapport temps par rapport au PDF qu'on scotche, quoi. Oui, oui, mais moi je trouve aussi que tu gagnes en précision le fait de projeter, parce que moi j'arrivais jamais à coller mes A4 avec quand je Oui, scotchais mes A4. c'est souvent quelque chose dont je parle, c'est-à-dire que déjà on va imprimer en A4, donc quand on va découper déjà quand on va les coller, on va pouvoir perdre des petits millimètres par-ci par-là au Mm. scotchage. Ensuite, on va avoir des petits millimètres en plus souvent quand on découpe. Ensuite, on va les reposer sur le papier, sur le tissu, on va reperdre un peu. Alors que là, en fait, il y a moins d'étapes de transfert et donc forcément on gagne en précision, quoi. Oui, moi je trouve que je gagne en précision à faire ça. Bah tant mieux. Et est-ce que c'est quelque chose que beaucoup de créateurs font ou pas? Il y en a, alors il y a peu de créateurs qui font quand même, mais de plus en plus. D'accord. Moi j'en parle beaucoup avec les créateurs qui me plaisent, on va dire, Ouais. pour qu'ils y passent, parce que moi c'est vraiment un critère aujourd'hui. Je regarde quand j'achète un patron s'il est projetable ou pas. Ouais. Ça m'est arrivé, je sais pas, peut-être il y a 6 mois, d'acheter un patron de short qui était qu'en A4. Quand j'ai vu le temps que j'y passais, je me suis dit non, mais en fait, non. Enfin, même si le patron va être un peu plus cher ou quoi, mais s'il est projetable, je prends ce format-là. Oui, et Après, puis bon, tout le monde ne raisonne pas comme ça, hein, mais et en fait, c'est pas. J'en ai beaucoup parlé avec Ikati elles sont à Lyon, donc moi c'est juste à côté de chez moi, donc je les avais déjà rencontrées. ouais. Et en fait, elles avaient l'impression que c'était compliqué de passer leur patron au format projetable, parce qu'elles pensaient qu'il fallait, par exemple, faire un plan de coupe par taille. D'accord. Et donc, un fichier, en fait, retravailler leur fichier par taille. Alors qu'en fait, en pratique, on a un fichier avec toutes les tailles.
bah évidemment quand on est sur une taille la plus petite, les pièces sont éloignées les unes des autres, c'est pas compacté, les pièces sont pas toutes à côté les unes des autres pour gagner énormément en tissu. Ce que moi je refais dans Inkscape, ce que je te disais tout à l'heure. Elle pensait qu'il fallait qu'elle le fasse pour toutes les tailles. Et donc, ça allait faire un travail monstre de faire un fichier par taille, vraiment travailler. Et en fait, quand, en discutant ensemble, elles sont venues voir aussi comment ça se passait. En fait, elles se sont aperçues que pour leur nouveau patron, au moment où elles font leur fichier à zéro, rajouter le fichier format projetable, c'était pas tant de boulot que ça en plus. Et donc, maintenant, elles y sont passées. Donc, elles n'ont pas encore revu toute leur gamme. Ils vont le faire petit à petit, mais voilà, finalement, c'est pas sur un nouveau patron, c'est pas tant de boulot que ça de faire ce format-là. Oui, quand on est déjà dans le process de travailler les fichiers, quoi, en fait. Voilà. Après, c'est sûr que se remettre sur un fichier qui est déjà sorti pour le repasser au format projetable, c'est un autre boulot. Ouais. Bah écoute, en tout cas, merci Lola d'avoir démarché Cathy sur le sujet. Comme ça fait ça de gagner. Et est-ce qu'il y a des créateurs justement ou des créatrices qui viennent toquer sur le groupe en disant est-ce que vous avez des infos, on a besoin d'aide, ou est-ce que dans l'autre sens c'est plus justement les utilisatrices, les consommateurs qui vont voir leurs créateurs et leur dire bah écoute, moi j'ai des infos, je trouve que c'est intéressant, est-ce que tu y as pensé? Ça marche dans les deux sens. Il y a carrément un post en fait sur le groupe Facebook dédié aux créateurs. D'accord. Pour lister tout ce qui est nécessaire en fait dans un fichier projetable. D'accord. Projetable. Donc pour vraiment faire un récapitulatif de tout ce qu'il faut qu'ils fassent. Ouais. Donc ils sont les bienvenus. C'est complètement toléré aussi qu'ils diffusent leur sortie de patron quand ils sont projetables. Il y a justement des plus petits créateurs qui s'y mettent et qui trouvent un certain marché parce que pour elle, ça va être tout de suite, je crois qu'on est 9000 dans le groupe, quelque chose comme ça. Bah, ça va toucher du monde en proportion de, comment dire. Oui, il y a une communauté plus active, quoi, plus. Oui, et puis c'est vrai que comme moi, ça fait partie des critères, le fait que ce soit projetable, je vais m'orienter vers des créateurs qui proposent ça. En fait, je vais pas regarder ceux qui proposent pas. Enfin, je vais moins regarder ceux qui proposent pas. D'accord. C'est vrai que c'est une technique qui est super intéressante. Déjà, on abolit le papier, donc pas besoin d'imprimante entre guillemets. Et puis surtout, ça évite cette consommation du papier, même si on est sur de la consommation d'énergie, mais bon. Après, on est sur du stockage de fichiers, mais qu'on aurait de toute façon sur un PDF. Et le temps de projection, il est pas beaucoup plus important que l'utilisation d'une imprimante, en fait. Oui, il n'y a pas les consommables de l'imprimante. Après, bah, c'est sûr que ça fait un appareil électronique en plus. Ouais, pour moi, c'est surtout le gain de temps plus que l'aspect zéro papier, parce que c'est vrai qu'il y a un appareil en plus, il y a il y a la consommation électrique, il y a le stockage de mes fichiers que j'ai en ligne. Donc je regarde pas forcément le côté plus. De toute façon, t'aurais stocké de la même façon tes fichiers, hein. Oui. Voilà. Et donc ça te prend combien de temps de décalquer toi tu disais plutôt un haut ou un pantalon, quelque chose comme ça te prend combien de temps quand le fichier est prêt, un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, parce que je prends mon temps. Mais j'ai pas à épingler aussi, j'aimais pas ça. Alors l'épinglage est tout à fait facultatif, c'est suivant chacun, mais c'est vrai que si on est adepte de ça, ça peut en effet faciliter et on a un sentiment de précision plus grand en fait avec ce système-là. Il y a quelque chose aussi qui peut intéresser les créateurs. Là, j'en ai plus parlé avec ma prof de couture, on va dire. Ouais. Elle commence à dessiner des patrons et elle voudrait les numériser. Et en fait, on peut aussi poser son patron ou sa pièce sur sa table et en fait venir redessiner les contours directement. En fait, depuis Inkscape ou Illustrator, on vient dessiner le long des pièces. Donc ça permet soit pour aussi celles qui ont des patrons pochettes en fait, de redessiner, renumériser en fait les patrons qu'on a pour les réutiliser, ou alors pour elles qui travaillent par exemple sur du papier au départ ou sur du tissu qu'elle elle peut numériser en fait facilement sa pièce. C'est-à-dire que
Dans le principe de la projection, l'information passe de l'ordinateur à ta table de coupe, on va dire. Et là, en fait, tu me dis que ça peut faire dans l'autre sens, ça peut prendre en image. En fait, c'est pas vraiment ça. Tu poses ta pièce sur la table, tu prends ton logiciel de dessin, et en fait, tu dessines autour de ta pièce. En fait, avec ta souris, quand tu projettes, tu vois ta souris sur ta table. D'accord. Je sais pas comment Donc dire. en fait, c'est comme si tu retravaillais une photo. C'est-à-dire que ta pièce de patron papier est sur ta table de coupe. Voilà. Et là, c'est comme si tu l'as filmée ou tu la prenais en photo et tu la retravailles sur ton écran. Je l'ai fait récemment. On va prendre le cas concret. Récemment, j'avais un vêtement que j'ai recopié avec ma prof de couture sur papier. D'accord. Et comme je voulais le refaire, Oui. et le refaire plusieurs fois, j'ai voulu le passer, en fait, le numériser pour l'avoir, moi, en fichier projetable, pour pouvoir le projeter et le refaire plusieurs fois. Tout à fait. Donc, ma pièce papier, je l'ai posée sur ma table de coupe. Ok. J'ai pris Inkscape. Oui. Je l'ai ouvert. Et en fait, je projetais directement Inkscape sur ma table. D'accord. Donc, je voyais tout mon logiciel. Et j'ai dessiné ma pièce. J'ai fait mes contours avec qui est un logiciel comme l'Illustrator, on va dire. Oui. J'ai fait les contours de ma pièce. Et avec ma souris, en fait, j'ai vraiment suivi les contours de ma pièce, en fait. Oui, c'est comme si c'était en train de Voilà. filmer ta pièce et donc toi, tu as suivi cette Voilà. image. Tout à fait. Voilà. C'est ce que je disais. Ouais, d'accord. Et dans ces cas-là, est-ce que une tablette graphique, ça serait pas encore mieux? Enfin, c'est une question. Ah ben, certainement. Moi, je n'en ai pas. Mais, D'accord. Et t'as certainement. pas un sentiment que ça tremblote ou quoi que ce soit quand tu fais ça avec la souris? En fait, je fais par exemple mon rectangle. C'est un logiciel vectoriel, donc je dessine mon rectangle et après tu as tes courbes que tu peux retravailler en fait. D'accord. Donc je fais pas, c'est pas ma souris qui suit vraiment mon trait, c'est que je vais venir retravailler ma courbe pour qu'elle épouse bien les courbes de ma pièce. D'accord. Très bien. Je vois ce que tu veux dire. J'espère que nos auditeurs également. Donc, pour passer à cette technique-là, le premier investissement, ça serait un vidéoprojecteur. Voilà. Que tu peux attacher à n'importe quel plafond ou comment t'accroches ça? Moi, j'ai fait un support maison. En fait, j'ai pris un tube, un alu. J'ai fait mon support en bois. Et après, j'ai fixé mon vidéoprojecteur. Je l'ai vissé à mon support en bois pour pouvoir l'orienter correctement aussi. Parce qu'il faut que ta table soit de niveau et que ton vidéoprojecteur soit bien stable aussi, quoi. L'image soit bien parallèle à ta table. Après, tu as des supports dans le commerce aussi que tu trouves qui sont inclinables, orientables, pour pouvoir bien orienter ton projecteur vers le sol. Et tu as des supports muraux, des supports plafonds. Enfin, tu as plusieurs solutions possibles en fait. Et ça pèse combien un vidéoprojecteur pour se faire une idée suivant nos plafonds? C'est léger, je sais pas, peut-être 1 ou 2 kilos. Enfin, c'est pas très lourd. D'accord. En tout cas, le mien, le mini projecteur standard, pas un court focal, un ultra court focal, ceux-là sont plus lourds. Le mien standard est vraiment léger. D'accord. Donc une petite centaine d'euros. Une centaine d'euros pour le projecteur. Mon support maison était, je sais pas, peut-être pour 10 euros, mais sinon on trouve dans le commerce à 20-30 euros. T'as ton tapis de coupe, après ça dépend si tu veux un A1 ou un A0. D'accord. Et puis ton cutter rotatif si t'en avais pas déjà, donc on est sur 200 euros. 200 euros, quoi, voilà. D'accord. Et avec ça, on peut changer de niveau en termes de découpe de tissu. Oui, c'est surtout gagner du temps. Toi, c'est l'intérêt principal que tu vois? Ouais, le gain de temps et puis le plaisir de découpe. Ouais, plaisir. C'est fou ça de se dire qu'on prend enfin plaisir à découper. Ouais. Ah mais au début c'était limite je voulais tout découper. Je prenais presque plus de plaisir à découper qu'à coudre. C'est fou. Est-ce que vous avez sur le groupe une liste des créateurs qui sont passés à la projection? Il y a une liste qui est pas exhaustive parce qu'il y en a de plus en plus qui y passent, mais il y a une liste qui vit, c'est assez participatif en fait, chacun complète au fur et à mesure. Soit les créateurs viennent le mettre eux-mêmes, soit de temps en temps quelques-unes surtout, viennent rajouter des noms de patrons, de créateurs qui sont passés à la projection. Ouais. Il y a beaucoup de créateurs anglophones en fait.
Aux États-Unis, c'est une technique qui est très développée. Ouais. Et donc, il y a énormément de créateurs anglophones qui ont des formats projetables. Et francophones, ça vient petit à petit. D'accord. Les créateurs qui sont approchés par des clientes qui leur en parlent réagissent plutôt comment? Moi, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est oui, on est intéressé, on y réfléchit. Ah oui, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est du temps, quoi, en fait. C'est ça. Mais Bon. ça peut en faire gagner derrière aux créateurs aussi. Quand, par exemple, pour faire leurs tests, etc., je pense qu'il y en a beaucoup qui impriment ou qui font imprimer en A0, qui après découpent et puis après découpent leurs pièces, etc. Mais si elles projetaient directement, ça serait aussi un gain de temps pour. Oui, pour créer leurs exemplaires de présentation, en fait. Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, bah c'est super. Donc on mettra sur le site, donc sur mon site avec l'épisode de podcast, on mettra la liste non exhaustive et puis le lien sur le groupe projection de patrons de couture qui est sur Facebook, que chacun peut joindre. En tout cas, merci beaucoup Lola pour ce petit épisode technique fort intéressant de ce développement de la couture chez soi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous remettrai le compte de Lola aussi qui partage des infos, puis il y en a d'autres, j'imagine qu'il doit y avoir un hashtag ou des choses comme ça sur lesquelles on peut retrouver quelques infos. Pas tellement. On va voir. On va voir ce qu'on peut trouver. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lola, et puis bonne journée, puis bonne découpe à l'occasion. Salut. Je suis conseillère en images pour couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure de découverte pour cause et style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Lola. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.